Contestataire russe est sorti de prison aujourd'hui. Il est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire dans l'attente de son procès. Il est poursuivi pour avoir incendié l'an dernier la façade de la succursale de la Banque de France. Échaudée par les scandales à répétition, l'Église catholique joue désormais la transparence. Ainsi, à Saint-Étienne, dans la Loire, l'évêque a annoncé aujourd'hui la suspension d'un vicaire, le prêtre Éric Molina, qui a entretenu une relation avec une jeune fille mineure de 16 ans. Dans un communiqué, l'évêque de Saint-Étienne a évoqué un abus d'autorité et de confiance, des gestes déplacés également. Le père Molina a reconnu les faits. Le procureur de la République a été alerté. Même s'il n'y a pas eu plainte, une enquête doit être ouverte. Les explications de l'évêque de Saint-Étienne, Sylvain Bataille. Un prêtre, dans son accompagnement spirituel, doit être à distance. Et là, il n'y a pas eu les distances nécessaires. Donc voilà. Par contre, quand on parle de gestes déplacés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu relation sexuelle comme telle. Mais qu'il y a eu une grande proximité. Après, moi, j'étais pas là. Par rapport à ce que dit la victime, ce qu'elle m'a décrit, lui a absolument rien contesté en disant bah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a vécu ensemble. J'en suis pas fier du tout. Je sais très bien que ça ne correspond pas à mon ministère de prêtre. Et je le reconnais. Donc là, il y a une démarche qui est authentique, mais cela dit, la blessure est là, pour la victime. Des propos recueillis par nos confrères de France Bleu à Saint-Étienne. 90 jours sans gel, record pulvérisé pour le pic du Midi qui culmine à 2870 mètres dans les Hautes-Pyrénées. Les températures minimales restent positives. 3 degrés, il faut remonter au 14 juin dernier pour trouver une température négative. Et il faut remonter aussi à 1999 pour trouver une aussi longue période sans gel en montagne. Et encore, c'était 77 jours seulement, si l'on peut dire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Au lendemain de sa condamnation à 20 mois de suspension de permis et une amende de 50 000 livres. Hugo Lloris, le gardien de but et capitaine de Tottenham, enchaîne les galères. Sa blessure à la cuisse nécessite qu'il reste hors des terrains plus longtemps, plusieurs semaines. Il ne participera donc pas au choc de Première Ligue contre Liverpool. Et puis cette information de la Fédération française de football qui débloque 10 millions d'euros supplémentaires en faveur des clubs amateurs. Une information de confrères de France Info. Ces 10 millions viennent donc s'ajouter au budget initialement prévu de 86 millions d'euros pour la saison 2018-2019. Et en fait, cette somme a pu être dégagée grâce aux retombées indirectes de la victoire des Bleus au Mondial en Russie. France Inter, 17h05, on va à la Bourse de Paris retrouver Jean-Yves Courcial. Et Jean-Yves, c'est une journée quand même hésitante pour cette fin de journée puisqu'on dit quasi stable, en petite baisse. Alors où on en est là ? Eh bien, écoutez, Laetitia, le marché parisien évolue autour de son point d'équilibre. Il ne cède que 0,03% à 5 330 points. La Banque Centrale Européenne n'a pas touché à ses taux et a, comme prévu, légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2018 et 2019. Côté devise, la publication d'une inflation inférieure aux attentes aux États-Unis pèse sur le dollar. Mécaniquement, l'euro se renforce et se négocie autour d'un $16,80. En ce qui concerne les valeurs bien orientées dès l'ouverture, Michelin poursuit sur sa lancée et progresse de 3,08%. Le groupe Clermontois a confirmé ses objectifs annuels. La tendance résiste grâce à la hausse des bancaires, à l'image de Crédit Agricole qui avance d'1,55%. En revanche, victime de prise de bénéfices, après avoir bondi de 6,7% depuis le début de la semaine, Technip FMC recule de 2,74%. Je vous rappelle le CAC 40, il ne recule plus que de 0,02% à 5 330 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Oh, route de grande solitude. Oh, silences écrasants. Mais apparaissent soudain comme des phares, des sémaphores qui guident le voyageur inquiet sur les chemins incertains et boueux. On les appelle... Oh là, l'ami. Oh là, tout doux. On les appelle des lumières dans la nuit. Fini de venir dans mon texte. Lumière dans la nuit, un programme radiophonique dominical et nocturne proposé par Édouard Baird. De 22h à minuit. Sur France Inter. Dis donc. À dimanche prochain, dans votre intérêt. Avec les cours Legendre, assurez la réussite scolaire de votre enfant. Cahiers de vacances et stages de pré-rentrée par des professeurs de l'Éducation nationale. Info sur cours-legendre.fr. Et c'est l'heure sur France Inter, c'est par Jupiter, oyez, oyez. Qui a enlevé Laetitia Gaillet? Moi-même. Merci Laetitia pour ces informations. Allez, on démarre? C'est parti. Allez, allons-y. Bon alors les
garçons, on a bossé On là reçoit Marc Lévy. Ah, très bien. Bon, vous allez être sympa avec lui parce que j'ai l'impression que vous avez déjà fait quelques vannes à son sujet. Ah non, moi je m'en souviens plus du tout. De toute façon, on n'est pas bien courageux quand les gens sont là, on fait pas de vannes. Écoutez, de toute façon, il y a plein d'autres blagues à faire. Bah oui, on fera des blagues sur les chanteurs. Il nous reste bien quelques blagues sur Johnny Hallyday. Non, Pourquoi c'est de la censure? Pourquoi non? Parce que Marc Lévy, justement, il avait écrit une chanson pour Johnny. C'est pas vrai. Et si, c'était vrai. Ah, blague de Marc Lévy. Et si c'était vrai, c'est un livre. On a compris, C'est un livre de Marc Lévy. Mais oui, mais on fait des blagues sur quoi alors? Bah, je sais pas, faites sur des acteurs. Ah ouais, moi j'ai des vannes sur Vincent Lindon. Oui, il a plein de tics. Ouais. Non plus, ça va pas l'amuser, c'est le rôle principal de l'adaptation de son livre, Mes amis, mes amours. Faire des blagues sur personne. Et tu sais quoi, on va faire des blagues sur Alzheimer, ça marche toujours. C'est drôle, il a oublié. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est parce que c'est pour ça qu'il vient. Il vient pour parler de la Fondation pour la recherche médicale qui lance une campagne contre cette maladie. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je sais pas, mais moi quand j'ai un politique en face de moi, pour le faire rire, je fais des vannes sur ses meilleurs ennemis. Attends, j'ai une idée, on fait des vannes sur Guillaume Musso. Et sur la syphilis, il défend pas la syphilis. Voilà. Et ben voilà. Et où Sur Guillaume Musso qu'à la syphilis. Oh putain, c'est du génie. Bonjour la France Inter. Et bonjour à Guillaume Musso. On espère que ça va mieux. Bah là, on va pas pouvoir le recevoir. Là, c'est foutu. Là, on l'aura plus. Bah, Guillaume Musso, on l'aura plus. Mais dis non plus la syphilis. Allez, vous écoutez la start-up radiophonique. Écoutez ruisseler l'actualité. Car ça y est, c'est le grand jour. Celui du plan pauvreté et du virage social. Bref, pour Macron, c'est le grand soir. C'est le salut des derniers de cordée, le sauvetage de ceux qui ne sont rien. Pendant que vous vous engueuliez sur les pourcentages, moi j'y réfléchis, on est en pleine gaminerie. L'affaire est irréalisable. Puis-je vous demander pourquoi? Pourquoi? Parce que ni vous ni moi ne connaissons rien au truc que nous voulons entreprendre. Plus de la moitié des demandeurs d'emploi pipotent leur CV. Mais dites donc, ça veut dire qu'il y a un marché pour traquer les CV bidons. Et oui, une start-up française se charge de traquer ceux qui enjolivent leur curriculum. Nous sommes de bons Français et nous venons dénoncer un traître. Le législateur est perdu face aux hordes de trottinettes électriques qui déboulent dans nos villes. Casque ou pas casque, rue ou trottoir, et surtout avoir l'air con ou pas. Le législateur se pose surtout cette question. On va bien savoir l'imbécile qui a inventé ces engins-là. Lui, il a trop de rendez-vous dans sa journée, donc il a opté pour la mototaxi, ça peut dire que la trottinette, Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker et merci de me dénoncer. Autour de la table. Ça va vite, c'est pratique. Une belle équipe aujourd'hui, une belle équipe. À 17h20, elle a une crinière de lion, un corps de gazelle et elle aime l'andouillette, la plus française des africaines, Roukiata Ouedraogo. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler d'invasion barbare et retour du refoulé. Très bien. 17h30, celui qui sera demain à la fête de l'humain. C'est vrai. Autant vous dire qu'il y est attendu comme Éric Zemmour au Wagneriat de Bayreuth. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour à vous tous. Et bien moi aujourd'hui j'ai parlé féminisme avec Elisabeth Lévy. Je peux pas vous dire mieux comme Tizic. On la connaît bien Babette puisqu'elle avait traité Charline de connasse à l'antenne il y a quelques temps, mais ça c'était avant. J'ai dit j'aurais dû dire gourdasse parce que je pense pas connasse. Voilà. Ça va ma gourdasse? Ça se passe bien? Il faut nuancer. Et enfin, à 17h40, celle qui n'ira pas à la fête de l'UMA demain car elle nous a dit désolé, je n'ai pas pu faire tous mes vaccins. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? De Franco. Très bien, oui, vous seriez mal reçu évidemment. Et voici celui qui va enchanter notre open space. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes Marc Lévy. C'est le vrai. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'appelle Une fille comme elle, paru chez Robert Laffont. Mais la raison de votre venue aujourd'hui, c'est parce que vous êtes parrain de la Fondation pour la recherche médicale. C'est vrai. Et que c'est une fondation et une cause qui nous tient à cœur. Donc nous avons déjà reçu plusieurs parrains, notamment Marina Carrère d'Ancos ou Thierry Lhermitte. Vous êtes 4 avec Nagui, Marc Lévy. La recherche médicale, elle a besoin de 4 parrains. Ça veut dire que les besoins sont énormes? Oui. Oui. C'est une réponse synthétique, mais assez efficace. Parce que la particularité, c'est que la Fondation pour la recherche médicale, même si chaque année, il y a un thème, cette année, c'est la campagne Un jour pour se souvenir, en faveur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. La campagne se déroule jusqu'au 30 septembre. Ne fût-ce que, par exemple, pour traiter cette maladie, les besoins sont énormes. En fait, la grande particularité et le génie de cette fondation,
c'est d'avoir considéré tout de suite que la recherche était transversale. L'un des gros défauts de la conception de la recherche que nous avons eu pendant des décennies, c'était de considérer qu'on cherchait, par exemple, comment éradiquer le cancer, on cherchait comment éradiquer le sida, on cherchait comment curer les maladies génétiques, mais il n'y avait pas de lien suffisamment développé entre toutes ces recherches. Et puis est arrivée cette merveilleuse fondation qui a eu cette idée de dire mais il arrive très souvent qu'on trouve ce qu'on ne cherche pas, ou que ce que l'on trouve puisse avoir une incidence sur d'autres recherches. Et donc la première chose que fait la Fondation pour la recherche médicale, c'est de tirer ce lien entre différentes équipes de chercheurs. Donc la Fondation reçoit des fonds, elle attribue ces fonds à de véritables projets de recherche, des recherches à court terme, à moyen terme, à long terme, mais surtout elle permet une synergie entre les équipes de chercheurs, et cette synergie, elle est extrêmement importante. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe, et puis c'est le sujet d'une campagne qui arrive. Mais voilà, entre guillemets, la grande particularité de cette fondation, c'est que lorsqu'on donne à la FRM, on donne à toute la recherche, et pas seulement à un pan de la recherche. Clara Dupont-Mono, vous aviez une question précise pour Marc Lévy sur Alzheimer et ses conséquences. Oui, vous mettez donc un peu le focus sur Alzheimer. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois, c'est ce qu'on appelle les aidants. Aujourd'hui, Alzheimer, quand on a un parent qui est atteint de cette maladie, très souvent, la responsabilité incombe au fils ou à la fille, mais à l'enfant, en fait. Et c'est lui qui fait mettre les barreaux aux fenêtres pour éviter que le malade ne se défenestre. C'est lui qu'on appelle quand on retrouve le parent en robe de chambre à 15h dans la rue. C'est lui qui met la main au porte-monnaie pour s'occuper de son parent. Et depuis assez peu de temps, ce rôle d'aidant est reconnu quand même par les professionnels de la santé. Est-ce que vous allez accorder une petite place à ces aidants? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion de la Fondation de la recherche médicale? Là, ce sont deux sujets, en fait, ce sont deux choses très connexes et en même temps tout à fait dissociées. Il y a une réflexion qui doit être menée aujourd'hui par la société. Je ne vais pas dire par le gouvernement, parce que tout ne dépend pas du gouvernement, mais il y a une vraie réflexion qui doit être menée par la société, parce qu'il y a 900 000 personnes aujourd'hui qui sont atteintes de cette maladie, que la très bonne nouvelle, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps, que la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être de plus en plus nombreux à être touchés par cette maladie, qui est aussi une maladie qui accélère de façon exponentielle avec l'âge quand elle se déclare. Ça pose un énorme problème d'humanité, qui va bien au-delà du simple facteur de la recherche. D'abord parce que on n'est pas programmé, on est tous programmés à l'idée qu'un jour on va perdre nos parents. Et quelle que soit la douleur que cela provoque, elle peut être immense et on peut mettre des années à faire son deuil, on peut mettre toute une vie, c'est dans l'ordre des choses. On n'est pas du tout programmé à devenir les parents de nos parents. C'est ça. Et on n'est pas du tout préparé dans la société à comprendre ce que représente à l'échelon familial la prise en charge d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. D'abord, c'est un désordre affectif absolument bouleversant, terrifiant, d'assister à ça, de souffrir de cela. Et puis en plus, c'est une disruption dans la vie familiale, parce que la vie, elle continue d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que vous, à un moment donné de votre vie, vous êtes l'enfant de vos parents et le parent de vos enfants, mais à un moment donné de votre vie, vous devenez, lorsque l'un de vos parents ou vos parents sont atteints de cette maladie, vous devenez le parent de vos parents, le parent de vos enfants qui ne comprennent plus le comportement de leurs grands-parents. Socialement, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, et puis c'est quelque chose qui demande à un moment donné une prise en charge 24 heures sur 24 des patients. Donc ça, c'est un problème de société qui doit être géré et traité par l'ensemble de la société, parce qu'on est tous concernés et que là, il n'y a pas de parti politique, de couleur sociale. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre entourage, vous aussi Marc Lévy, parce que vous en parlez très très bien, il y a, dans l'entourage, on est toujours confronté à ça à un moment, à un certain degré. Et je veux pas alors moi qui ai plutôt l'habitude d'écrire des choses gaies, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais si la recherche ne progresse pas à grands pas, malheureusement, tous ceux qui nous écoutent seront concernés, directement ou indirectement, c'est pratiquement mathématique. Donc, c'est pas, vous voyez, bon, il y a des tas de maladies où on se dit, je vais passer à travers les mailles du filet. Là, on passera pas à travers les mailles du filet. Ça sera ou vous ou un proche, mais même quand ça sera un proche, ça viendra complètement bouleverser votre vie. Donc, c'est un énorme problème médical. Vous voyez, on a mis très longtemps à comprendre ce qu'était le sida. Moi, j'ai vécu ça où, vous voyez, alors que le sida se déclarait, il y avait des tas de gens qui disaient non, mais c'est pas une maladie. On a nié pendant très longtemps. On a pris beaucoup de retard dans la recherche parce qu'on a nié l'importance de la pandémie. On peut pas, si on nie l'importance
de la pandémie que représente la maladie d'Alzheimer, on va vers une vraie catastrophe humanitaire contre laquelle même, je vais faire de l'humour noir, même le Front National ne pourra rien faire. Oui, même Marine Le Pen n'aura pas de solution. Alors, bref, c'est dire. C'est vous dire si on va être dans la merde. Donc, ça c'est une chose. Et donc, on en revient au sujet principal, la recherche. Parce que il n'y a qu'une seule chose qui pourra, je dirais vraiment, changer le cours des choses. C'est pas des promesses, c'est de la recherche. Et la recherche, elle n'avancera que si nous, on donne à la recherche, parce qu'on vit dans des sociétés où les États n'ont plus les moyens de financer la recherche. Et le geste est simple, avec la Fondation pour la recherche médicale. Pendant que vous nous écoutez, vous écoutez Marc Lévy, jusqu'à 18h, et même après, il suffit d'envoyer. Alex, vous le faites là en direct? Je le fais live. Alors, il envoie son vous RIB. tapez... Non. Un beau geste. Écoutez bien. Je tape quoi? Alex, vous tapez 92 300. 92 300 pour les Belges qui nous écoutent. Voilà. Vous tapez souvenir. Ah oui, c'était le numéro 92 300. Oui, 92 300, c'est le numéro. Sans S, vous souvenir, souvenir au singulier. Oui. Vous envoyez. Ok, ça je fais. Bim. Alors il y a 10 € qui vont à la Fondation pour la recherche médicale. C'est automatiquement 10 € avec le 92 300. Si vous voulez donner plus, c'est possible sur www.frm.org. Marc Lévy est avec nous et on va en reparler. On va vous marteler ces numéros jusqu'à 18h. Et oui, comme ça nous luttons contre la maladie d'Alzheimer. C'est la campagne. Une confirmation. Ah voilà. La Fondation de la recherche médicale nous dit OK, c'est bon. Très bien, parfait. Alors je dois dire OK pour que ce soit. Ah oui. Allez, dites OK, allez, c'est parti. Pendant ce temps, musique. Petit matin, tout nu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de faire un dessin. Fatigué, j'ai la gueule droite sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Foutal, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelle Jean Balthazar. Small teen tuners snuck off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all the razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking like Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Pour a little greenie. Je suis tombée là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, j'avais donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Foutal, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Arnaud et Beverly Joe Scott, Jean Balthazar sur France Inter. Programmation musicale Djoubaka. Notre invité, c'est Marc Lévy. Il est le parrain de la Fondation pour la recherche médicale. La campagne cette année s'appelle Un jour pour se souvenir, car c'est en faveur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Campagne qui a lieu jusqu'au 30 septembre. Et j'espère que vous avez envoyé votre SMS au 92 300, sinon il est encore temps de le faire. Alex l'a fait en tapant tout simplement souvenir au singulier et www.frm.org.
frm.org. On discute avec Marc Lévy jusqu'à 18h et avec lui. Alors je vais lire un tweet, hashtag par Jupiter, les refoulés pour Roukiata Ouedraogo, Elisabeth Lévy pour Guillaume Meurice et Franco pour Clara Dupont-Moreau. J'espère que les brefs sont à la hauteur. Qui a écrit ça? C'est Élise Franck qui nous suit. D'accord. Allez, un petit peu d'informations, Marc. C'est parti. Au premier de cordée, le journal de presque 17h17. N'oubliez pas les derniers de cordée. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a donc dévoilé ce matin les mesures de son plan pauvreté. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre. Oui, dit comme ça fait un peu genre le cardinal Barbarin dévoile les mesures pour son plan pour la jeunesse. Dans l'affaire Benalla, le président a appelé Gérard Larcher pour se plaindre. Non mais c'est incroyable, si Emmanuel Macron défendait les plus fragiles comme il défend Alexandre Benalla, il aurait déjà éradiqué la pauvreté. Et des brèves? Oui, j'ai un plan brève à proposer. Pas de 8 milliards, j'espère. Et on commence par un retour très médiatique. Et oui, Nicolas Sarkozy, ce matin, il était chez Nikos Aliagas. Et fallait pas trop l'emmerder. Ils vous en parlent, les Français, encore dans la rue? Ils vous disent quoi? Mais ils croyaient que quand ils me croisent, ils croisent un sportif ou un chanteur. Ils ont bien vu que j'étais pas footballeur. Celui qui a été leur président. Oui, ben... Ils vous disent quoi? Bonne retraite? Nikos, je me sens plus jeune que vous. Bam. Je suis pas à la retraite. Il est pas à la retraite, c'est quand même une info. Passons au plan pauvreté. Il sera doté de 8 milliards d'euros à répartir sur 4 ans. Alors, certains malins ont calculé, il s'agit d'une aide équivalente à 62 centimes par individu par jour. Oui, alors beaucoup trouvent ça peu. Pour Jean-François Copé, ça fait quand même 4 à 6 pains au chocolat par jour et c'est donc pas mal. Brioche à présent, avec cette info sur le couple présidentiel. Oui. Brigitte Macron va faire une apparition dans la série Vestiaire sur France 2. J'aurais voulu être là quand Brigitte Macron annonçait à son mari qu'elle allait jouer dans une série de la honte de la République. Passons à l'extrême droite. Oui. C'était encore vous. Ah oui, hier en déplacement dans le Var, Marine Le Pen a été chahutée dans un village qui va accueillir 72 migrants. Oui, comme elle a dû être hystérique de constater qu'elle était moins bien reçue que les 72 migrants qui allaient arriver. Gouvernement à présent. Marlène Schiappa, ce matin, était chez Jean-Jacques Bourdin et ça a parlé Richard Ferrand. C'est une volonté très d'humour de la part de Richard Ferrand. Que vous aimez cet humour? Écoutez, sincèrement, honnêtement, je vais vous dire, moi je pense que il y a un corps électoral qui fait un vote. Ce corps électoral. Et blablabla, désolé de ne pas être une femme de Richard Ferrand, ça a fait rire, pas de bol pour Tex. Elle a changé d'humour en 6 mois, Marlène Schiappa. Humour toujours, sur BFM TV, Michel-Édouard Leclerc a lancé ce cri du cœur. Ce qui nous manque, c'est quelqu'un qui défende l'intérêt des consommateurs. Et oui, on dirait l'herpès génital qui réclame des préservatifs. International. Une statistique affolante. Selon Amnesty International, plus de 38 000 personnes ont été tuées par balle en 2016 aux États-Unis. Oui, si ça se trouve, les étoiles sur le drapeau américain, c'est pour tout leur titre de champion du monde d'armes à feu. Amérique du Sud, à présent, l'Argentin Fabian Tomasi, symbole de la lutte contre le glyphosate, est mort à l'âge de 53 ans ce week-end. Il a été exposé aux herbicides pendant des années quand il travaillait comme ouvrier agricole. Et s'il veut vraiment être cohérent, il ne doit pas se faire enterrer. Il n'y aurait plus une fleur qui repousserait dans le cimetière sur les 10 ans. En France, ça y est, Mamoudou Gassama est officiellement français. Eh oui, je lui donne pas 3 jours pour dire qu'il y a trop d'étrangers en France. Archéologie. Le plus vieux dessin du monde, fait avec un crayon, remonte à 73 000 ans. Et oui, apparemment un dessin de Gérard Collomb en maternelle. Et des brèves. Et des brèves, un distributeur automatique de rillettes, de boudin blanc et de choucroute a vu le jour. Et si un jour il se fait braquer, à mon avis, ce sera pas la faute d'un arabe. Et la dernière, né sans pénis. Il fait l'amour pour la première fois à 45 ans grâce à un sexe bionique. Mais qu'est-ce que c'est un sexe bionique? Ça doit être une gigabit, un truc comme ça. D'accord, super. Voilà. Petite blague pour les jeunes, Avec un jeu de mots qui fait toujours plaisir. Oui, il y a de tout. Marc Lévy est avec nous et il parle de la maladie d'Alzheimer. Donc on va revenir un peu sérieux. Parrain pour la Fondation pour la recherche médicale. Alors, on n'attendait plus le plan pauvreté parce qu'entre-temps, il y a eu la Coupe du Monde, bien sûr, évidemment. Oui, puis il y a l'affaire Benalla, tout ça, etc. Bon, la pauvreté, ça pouvait attendre. C'est pas comme la moralisation de la vie publique qui a été la première mesure prise par le gouvernement. Mais foin de mauvais esprit, loin de nous tout ça, ça y est, c'est le D-Day, le virage social. C'est maintenant. Réaction chez Emmaüs. Ça y est, je pleure. C'est plus le beau jour de ma vie. Ça fait 3 ans que je attends ça. Vous avez un mouchoir? Non. Non, merde. Ça se voit que j'ai pleuré. Merde, j'en pleure.
C'est l'émotion. Les Fugitifs, Pierre Richard, Gérard Depardieu, dirigé par Francis Weber. Marc Lévy, si on oublie les personnalités, les personnes qui nous dirigent aujourd'hui, qu'on fait abstraction de tout ça, généralement, est-ce que vous pensez que la politique, elle peut enrayer la spirale de la pauvreté ? Je parle notamment, il y a l'écrivain, mais je rappelle que vous avez travaillé de nombreuses années pour la Croix-Rouge, que vous êtes très engagé dans l'associatif, l'humanitaire, etc. Donc on a pensé que vous seriez sans doute bien placé pour avoir un avis là-dessus. On s'est peut-être trompé. Hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. Probable. Bien, enfin oui, la politique, c'est un vaste sujet. Je pense que la politique, elle devrait en premier lieu, elle devrait définir un projet de société. C'est-à-dire qu'au lieu de voter pour des personnalités politiques, on devrait voter pour un vrai projet de société. Et dans un projet de société, en plus, il y a la place pour une part d'erreur, parce qu'un projet, c'est un projet, qu'on n'est pas obligé d'aboutir à un projet dans sa totalité. On serait moins déçus par des promesses auxquelles on ne peut pas tenir, mais au moins, on serait tous réunis par une envie, par un projet de société. Et je pense que dans un projet de société, dans le mot société, il y a le fait de vivre ensemble. Je sais que pour certains, c'est une utopie ou un mot grossier. Moi, je sais que c'est un mot qui a toujours dirigé qui a orienté ma vie. Et lutter contre la pauvreté et éradiquer la pauvreté, ça fait partie d'un projet de société moderne. Quand j'ai eu la chance de collaborer avec Jean-Christophe Ruffin à une autre association qui était Action contre la faim, on avait fait... Action contre la faim, avait eu à un moment donné une idée formidable. C'est que les gens étaient arrivés à un moment donné à ne plus croire qu'on pouvait éradiquer la faim. Parce que j'appartiens par exemple à une génération où on avait été nourri par ces images, vous savez, des enfants bien frais, qu'on se disait mais finalement la faim elle a toujours eu lieu dans le monde. Et puis un jour on a eu l'idée de dire mais vous savez la faim c'est une maladie. Et comme toutes les maladies, on va en revenir à la Fondation pour la recherche médicale, on peut l'éradiquer si... Alors Action contre la faim sauve 4 millions d'enfants par an. Mais pas de la maladie. Il sauve 4 millions d'enfants d'une mort par la faim ou par la soif. Mais ça vous choque pas quand même, Marc Lévy, par rapport à votre rôle dans la Fondation pour la recherche médicale, que tous ces enjeux soient délégués à la société civile ? Écoutez, je vous dirais, quand j'avais 20 ans et que j'étais à la Croix-Rouge, ça me choquait énormément. Et puis, 30 ans après, je me suis dit, mais en fait, la société civile, c'est nous. Donc, il y a un raisonnement un peu, je vous dirais presque un peu pervers, c'est que si vous participez à une société civile, je vais vous faire une caricature. En gros, si vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue, se dire non mais moi je le ramasse pas parce que c'est pas mon job, il faut que j'attende que le gouvernement envoie des pompiers pour ramasser parce que c'est pas moi qui dois ramasser. Voilà. Donc il y a comment vous dire, il y a une part. Je dirais professionnel, structurel, mécanique, qui revient qui doit être pris en charge par des professionnels, donc par nos États. Et puis il y a une part qui est que on forme une société ensemble et que si on contribue pas chacun nous à la société civile, eh bien... il se passera rien. Il se passera rien. Oui, et c'est alors pourquoi... alors on peut dire, oui, mais c'est incroyable que pour pour faire avancer la recherche pour la maladie d'Alzheimer, on ne puisse pas reposer entièrement sur nos gouvernements. Mais regardez, vous voyez, Apple, 100 milliards de dollars de trésorerie, ils ont développé l'iPhone XS dont l'écran va faire 6,8 pouces. Génial. De je sais pas quoi. Oui, génial. Et on parle vachement de ça dans la presse. Et on parle beaucoup moins dans la presse de ce que font les chercheurs qui en ce moment sont en train de travailler à essayer de réparer les neurones des millions de ceux qui regardent les écrans iPhone. Comme ils sont en train de chercher. Non, mais de nos parents et des nôtres qui vont, qui feront que peut-être on sera autour de cette table. Il y en aura 2 sur 6 qui auront cette maladie terrible. Déjà, donc, Clara, qui est pas bien dire, en forme. en même temps, je m'entends. C'est ça, j'en reviens à vous dire. Après, il y a un choix en se disant tiens, pardon, je fais cynique, mais ne bombardez pas la twittosphère de commentaires. C'est bon. Il y a un peu de deuxième degré dans mes propos. #enfoiré de Marc Lévy. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un choix, vous voyez, de la façon dont nous, on décide de participer à la société en se disant, moi aussi, je vais faire avancer la recherche. J'ai bien vendu le bien truc sûr. pour la faire. Et pour la faire avancer, www.frm.org, c'est le moyen de donner à la Fondation pour la recherche médicale. On rappelle que la recherche est transversale à la FRM. Mais faites pas RFM, sinon c'est plus ce que vous allez entendre. Là, on est plus pour l'euthanasie. Le don de 10 €, c'est très simple. Le SMS 92 300, vous tapez souvenir au singulier.
Et nous, on a des tutos sympas parce qu'ils nous prennent en photo leur écran pour dire qu'ils ont fait ce don et pas pour dire du mal de ce que vous dites, Marc Lévy. Bien sûr. Donc, voilà. Marc Lévy avec nous aujourd'hui pour vous, pour les auditeurs. Rokiata Ouedraogo. C'est moi. Oui. Alors, les temps changent, vous avez remarqué ? Avant, les pays du Nord donnaient aux pays du Sud des leçons de démocratie. Ils affirmaient les partis uniques, c'est fini. Maintenant, vous allez passer au multipartisme et respecter la volonté populaire. Le discours a changé. Ils nous disent aujourd'hui, en fait, vous aviez raison, les gars. La démocratie, c'est un truc de mauviette. Rien ne vaut un bon gros régime autoritaire mené par un vrai mâle dominant qui en a dans le caleçon. Mais on n'y comprend plus rien. Et moi, quand je suis en plein marasme intellectuel, j'appelle mon tonton Théophraste, qui est chosologue à l'université de Ouagadougou. Chosologue. Allô, tonton écoute, tonton, ici, on dirait que les gens sont tellement dirigés par leur peur qu'ils sont en train de lire partout des dirigeants flippants. Ah, ma fille, les gens courent comme des fous quand ils ont peur. Mais parfois, il y a un lion affamé derrière eux. Demande-toi de quoi les gens ont peur. Oh, mais tonton, il n'y a pas de lion affamé en Europe. Les gens ont plutôt peur d'être envahis par les étrangers. Certains parlent même du grand remplacement. C'est ridicule. Oh non, ma fille, ce n'est pas si absurde que ça. Tu es trop jeune pour avoir connu ça. Mais moi, qui a consacré mon mémoire de chosologie à ces choses-là, je peux t'en parler. Il fut un temps où des rois africains riches et puissants régnaient sur des royaumes prospères. Enfin, pas prospères comme la Suisse ou Monaco, mais on se débrouillait. Puis, l'Afrique a été confrontée à une vague d'émigration massive. On parlait carrément à l'époque de colonisation. Ah bon, tonton? Mais d'où venaient ces gens? Ils venaient de très loin, ma fille. Ils ne croyaient pas au même Dieu que nous, ils ne s'habillaient pas comme nous, ils étaient trop différents de nous pour pouvoir s'intégrer. Bon, c'est du moins ce que disaient les fesses droites. Mais les fesses gauches disaient qu'ils avaient un énorme point commun avec nous. Ils étaient des êtres humains et devaient donc être traités comme tels. Surtout que chez nous, l'hospitalité, c'est une grande affaire, n'est-ce pas, ma fille? Oh oui, tonton, ça c'est vrai. Mais dis-moi, tonton, c'est quoi les fesses droites et les fesses gauches? Oh, c'était un système judiciaire pour savoir qui est qui dans les assemblées. Sous l'arbre à palabres, par exemple, il y avait ceux qui s'asseyaient à droite du roi. Plus ils étaient loin du roi et plus ils devaient se pencher en s'appuyant sur leurs fesses droites pour voir et entendre ce qu'on disait à gauche et au centre. Du coup, plus ils étaient à droite et plus ils avaient l'air tordus. C'était pareil à gauche naturellement. Et au centre, il y avait ceux qui pouvaient s'asseoir sur leurs deux fesses. Ceux-là, on les appelait les paires de fesses. Et du coup, qu'est-ce qui fut décidé au sujet des étrangers, tonton? Certains, pour être agréables, acceptaient des babioles, que les vieux fusils, les médailles du mérite, les bijoux en verre que ces étrangers nous offraient. D'autres les insultaient et les traitaient de blanc-bec, de face de lait de chamel. C'était très violent, ma fille. Hein? Mais les plus radicaux leur envoyaient même des flèches et des saguets. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin, tonton? À la fin? Mais cette histoire n'a pas de fin, ma fille. Bon, disons que les Européens ont considéré que si on avait accepté leur bibelot, il était normal qu'en retour, ils acceptent nos terres, nos forces de travail, notre caoutchouc, nos forêts, nos pétroles, nos diamants, nos métaux rares, et j'en passe. Et si on les avait insultés, il était normal qu'ils nous réduisent en esclavage. Et puisqu'on les avait jeté les flèches, il était normal qu'ils nous massacrent. Moralité, si les pays du Nord ont peur, c'est peut-être parce que chaque nuit, ils font le même cauchemar. Ils se voient terrifiés derrière les frontières dérisoires, comme des lignes marginaux impuissants devant les invasions de barbares venus les présenter la facture coloniale. Ah, mais tonton, mais si c'est ça, les pays du Nord ne devraient pas avoir peur. Car, comme dit le proverbe français, qui paye ses dettes s'enrichit. Bravo, merci Rokiata Ouedraogo pour cette belle chronique sur la facture coloniale que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr. Et c'est Marc Lévy, notre invité. Je rappelle que son dernier livre s'intitule Une fille comme elle, chez Robert Laffont. Tiens, vous serez à Sorgues demain. Rencontre signature au Cultura. Et avec vous, on parle de la Fondation pour la recherche médicale. 92 300. So just leave me behind and go and get on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine. It's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line. So hang up the telephone, 'cause I'll
you. So go and get on. And I have crushed myself too. I hope it wasn't wrong. Don't worry about this heart of mine. It's been busted for a long, long time. You'll only find static on that line. So hang up the telephone. 'Cause I already broke my own. Oh, my own. Shannon Shaw, Broke My Own. C'est Marc Lévy qui est avec nous pour la Fondation pour la recherche médicale. FRM.org pour donner cette année. La campagne, c'est contre la maladie d'Alzheimer. À côté de vous, Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler droit des femmes aujourd'hui, puisque ça avance pas mal, je trouve, dans le domaine. C'est vrai, on voit par exemple Natacha Polony qui prend la direction du journal Marianne. Ça, c'est plutôt super chouette. En espérant peut-être... Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Vous allez remettre une couche. Non, pas du tout, je trouve ça bien. En espérant peut-être un jour Marion Maréchal Le Pen à la tête de Jeune Afrique. Je ne sais pas, tu vois. Muriel Pénicaud à la tête de J'aime les pauvres magazine. On avance. Et même Elisabeth Lévy était invitée aux premières assises du féminisme qui ont lieu en ce moment à la Maison de la Radio. Et c'est une très bonne idée, je trouve, d'inviter la signataire de la tribune sur la liberté d'importuner les meufs. Vraiment chouette. L'amicale des frotteurs du métro parisien a apprécié la démarche, d'ailleurs, dans un communiqué. Alors moi, je suis allé voir la prestation de Babette sur scène. C'était pas le triomphe absolu dans la salle. C'était pas le gros carton. Disons que quand t'es Elisabeth Lévy et que tu vas parler devant des féministes, t'es comme un torero au congrès des véganes. C'est pas le plébiscite. Alors, il y a eu quelques sifflets et ça, Babette, je veux dire, elle a pas bien aimé. Je suis fascinée qu'une salle soit incapable d'entendre quelqu'un avec qui elle n'est pas d'accord sur 40 intervenants. Alors que depuis ce matin, si vous voulez, c'est le ronron victimaire qui a repris. Maintenant, un féminisme conservateur, c'est justement, quoi? c'est les gens qui réagissent. C'est parce que vous vouliez que les gens réagissent? Comment? Les gens réagissent comme vous réagissez. J'ai dit la huée est le signal faible de la barbarie. Ça commence très fort. Elle y va pas de main morte, notre Rosa Luxembourg des mains au cul. Et c'est vrai qu'il y avait des barbares plein la salle. J'avais pas autant flippé depuis la lecture de Oui Oui et les féminazis. C'était terrifiant. Alors le thème, vous l'avez entendu, de la discussion portait sur peut-on être féministe et conservatrice, ce qui pose, je dirais tout de suite, une bonne ambiance. Et Babette, évidemment, elle dit oui. Mais c'est quoi une féministe conservatrice? C'est quelqu'un qui ne passe pas son temps à simplement dire que le sort des femmes est terrible, qui regarde ce qui se passe, qui voit que la domination masculine est tombée. Par exemple, les conseils d'administration au CAC 40, est-ce que c'est pas majoritairement des hommes? Vous pensez que d'un coup de baguette magique, si vous voulez, on va mettre des femmes dans les conseils d'administration, d'abord comme achèvement. Si vous voulez, excusez-moi, j'en ai d'autres avant, franchement. Mais deuxièmement... c'est pourtant eux qui ont le pouvoir. Non mais écoutez... C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Vous me dites la domination masculine n'existe plus. Oui, on dirait que c'est faux. Elle n'existe plus comme fondement de l'ordre symbolique. Voilà, c'est ça que vous n'avez pas bien pigé, les grognasses. Il s'agit de l'ordre symbolique des choses. On est payé moins pour le même travail. Arrêtez de penser uniquement à la thune. Vous êtes vraiment vénal, vous êtes des femmes. Voilà ce que vous êtes. Réjouissez-vous et on s'accroche à sa culotte et on continue avec Babette qui a de bonnes références. Comme le disait Alain Finkielkraut dans une formule que j'ai trouvée très drôle. Citons les grands philosophes. Oui, citons les grands philosophes. Vous préférez peut-être les robinets d'eau tiède comme Rosan Vallon, mais bon. Et bing, voilà. Donc Alain Finkielkraut a eu cette formule que je trouve délicieuse. Il dit d'habitude les gens sont des mauvais perdants, et bien les féministes sont des mauvaises gagnantes. Et bam, dans vos gueules les féministes, et c'est bien vrai, vous avez gagné, putain. Même Raphaël Enthoven, il dit qu'il rêvait d'être une femme noire. Le gars, il veut être Rukiata quand même. Putain, il faut quoi de plus? C'est la fin du game, là. Vous allez enterrer vos 100 copines qui meurent sous les coups de leur mec tous les ans, et on n'en parle plus, parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est nous castrer, nous, les mâles alpha. Il y a une idée que le désir masculin doit être soit exactement le même que le désir féminin et qu'il doit être transparent, d'ailleurs que le désir en général doit être transparent, que la sexualité doit être transparente, que quand on dit non, c'est non. Moi, j'ai souvent dit non en pensant oui. Et toute la littérature française s'arrêterait très vite si, quand on dit non, c'est non. Et oui. Et déjà, les mémoires de Guy Georges, le gars, si c'était arrêté à non, on n'aurait pas la littérature. Même les mémoires de François Hollande, on n'aurait pas. Si DSK s'était arrêté à non, je veux dire, ça aurait eu quand même moins de gueule à lire. Donc c'est vrai qu'on peut quand même rendre hommage à la liberté de ces hommes. Babette est très attachée à la liberté des hommes, mais aussi des femmes, bien sûr. J'ai fait un manifeste pour la liberté de la prostitution, parce que je suis très attachée, moi, à la liberté des femmes. La question de la GPA, qui est une question marchande
c'en est autre chose, je dirais, et ça me pas. Mais quand une pourtant, femme. c'est la même chose si une femme Non, est je ne libre. crois pas que ce soit la même chose. Je crois que faire l'amour, c'est pas tout à fait la même chose que de louer son ventre. Mais non, mais si vous êtes pour que les femmes disposent de leur corps, alors à ce moment-là, pourquoi dans un cas oui et dans un autre cas non? Eh bien, j'essaye de vous l'expliquer, mais comme vous n'avez pas une réponse carrée, ça ne vous intéresse pas. Parce que je pense que faire l'amour, si vous voulez, n'est pas un acte où on met à disposition son corps. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ah bah ça ressemble quand même, non? Non. Ah bah non, parce que disons que moi je fais comme ça. Je sais pas comment vous faites vous. Enfin, c'est vachement plus pratique. D'ailleurs, je conseille si vous voulez faire l'amour avec des gens, mettez à dispo votre corps. Si vous mettez à dispo votre bagnole ou votre trottinette, enfin chacun fait. Attention, il n'y a pas de jugement. Hein, chacun fait comme il veut. Quand c'est vrai que certaines filles avouent avoir plus de sensations en trottinette qu'avec Alex Vizorek, mais après ça c'est vraiment des questions très très pointues, très personnelles. Enfin, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Babette, elle aime pas du tout le mouvement MeToo. Je vous le dis, le récit de la vie des femmes que fait MeToo ne correspond pas à la réalité. Entre nous, personne ne l'a relevé, mais MeToo, c'est le slogan type de l'hystérie. C'est moi aussi. Moi aussi, c'est la définition de l'hystérie. L'hystérique, c'est celui qui veut toujours se le ramener au milieu de l'histoire. Mais c'est juste des femmes qui disent moi aussi j'ai été victime Oui, de mais ça. vous ne trouvez pas ça bizarre, cette émulation du moi aussi j'ai été victime? Ah, moi aussi, machin, il m'a regardé les fesses. Et moi, alors là, je peux vous en citer. Et machin, il m'a dit que j'avais des jolies bottes. Oh là là, quel scandale. Et oui, évidemment, Elisabeth, elle a tout pigé. Le mouvement MeToo parle essentiellement des réflexions sur les bottes. Au pays des Lumières, il y en a qui sont quand même pas bien câblés sur le réseau, j'ai l'impression. Et tant qu'il y aura des Elisabeth Lévy, il faudra des femmes courageuses pour continuer à dénoncer les dégueulasseries du monde. Guillaume Meurice, merci. On embrasse Babette. Bien sûr, on l'embrasse quand même. Qui, grâce à elle, on vit des moments. Elle prolonge notre vie parce qu'on rigole beaucoup. On a choisi d'en rire, Marc Lévy. Vous voyez, on préfère en rire. Voilà. Marc Lévy est avec nous. Profitons-en. Il est le parrain de la Fondation pour la recherche médicale. Donc, je vous rappelle que par SMS 92 300, vous tapez souvenir au singulier Alors, en les écoutant. Quelqu'un a fait une remarque assez intéressante. 92 300, c'est le code postal de Levallois-Perret. Alors, c'est vrai que c'est important de le dire. Ça ne va pas directement dans la cagnotte de Patrick Balkany. Il faut le dire. C'est vraiment pour l'Alzheimer. Oui. C'est ce qu'on appelle une coïncidence. Ah oui, mais et vous avez bien fait de le préciser. Mais le monde est lol, hein, vous savez, le monde est lol. Je suis d'accord avec vous. On va parler à l'écrivain qui vit dans les pays anglo-saxons cette fois. Car la moitié des CV sont bidonnés. Les candidats à l'emploi sont une majorité à enjoliver leur parcours pour décrocher un entretien d'embauche. Hein, franchement, qui ne l'a pas fait. Alors un homme s'est mis en tête de vérifier ses CV et de débusquer les menteurs. Il y a un business pour ça, il a créé sa start-up. Alors pour les entreprises, c'est un gain de temps, écoutez. Non, j'ai bien aimé hein, la petite touche vintage que vous avez apportée à votre CV là. Je trouvais qu'il y avait un côté créatif. Bon, soyez honnête, vous avez menti sur votre âge. Évidemment. Évidemment. Bah évidemment, sinon j'aurais jamais eu un rendez-vous. Ah monsieur, vous... Non, mais j'ai raison, j'ai pas raison. Mais c'est pas le problème, c'est juste que ça commence un petit peu mal là. Vous savez ce qu'on va faire? On va dérouler l'entretien jusqu'au bout, et après on voit si on fait affaire. Non, écoutez, si ça peut vous rassurer, hein, légalement parlant, moi je peux pas vous écarter d'une procédure de recrutement au regard de votre âge. Je veux bien, mais regardez autour de vous, ils ont tous 30 ans. Extrait de Un entretien, c'est la série de Canal+, avec Benjamin Laverne. Marc Lévy, vous avez été chef d'entreprise. Très peu de temps, ça a fait faillite. D'ailleurs, le moment où ça a fait faillite, vous auriez pu bénéficier du plan pauvreté. Je pense que vous avez des années... Non, mais c'est vrai, Marc Lévy a eu des années pas faciles avant de connaître la gloire. C'est parce que c'est pour ça qu'elle se moque, Clara Dupont-Moretti. Je me moque pas, mais non, mais pour retracer le parcours de Marc Lévy. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette démarche qu'une start-up, une entreprise vérifie si on n'a pas un peu enjolivé le CV pour aider les chefs d'entreprise avant l'entretien d'embauche? Est-ce que, comme on est en France, on voit ça d'un œil un peu bizarre? Peut-être que ça se fait dans les pays anglo-saxons, alors voilà votre avis. Écoutez, je n'en sais rien, vous savez, je n'ai pas un avis sur tout, et encore moins une compétence sur tout, loin de là, d'ailleurs, sur très peu de choses. J'aime pas, voilà, humainement parlant, je trouve ça moche. De quoi? De débusquer les mensonges ou de mentir sur le CV? Non, je trouve que... Enfin, mentir sur le CV, ça fait partie de l'imaginaire, et écoutez, vendre, c'est un peu mentir aussi, c'est enjoliver, c'est... Vous voyez, donc... il y a des employeurs qui, sur les postes, pipotent et puis, je trouve que c'est de la responsabilité du DRH de savoir trier... En plus, ça mange pas de pain de mettre hobby de points, voyage...
C'est toujours ça, oui. Cinéma. Oui. Cinéma, exactement. Mais oui. Très mauvais jeu de mots. Non, moi, je l'ai chopé. Vous l'avez chopé? Je l'ai chopé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, il y en a un qui suit. Non, voilà, de toute façon, je trouve que gagner du pognon sur la délation, je trouve ça moche. Ça nous a un petit peu interpellés aussi. Mais je ne porte pas de jugement, c'est-à-dire que je ne connais pas les tenants et aboutissants du dossier. Marc Lévy, nous non plus, on n'a pas de jugement. Concrètement, comment ils font? Ils appellent les anciens employeurs? Ils enquêtent. En fait, c'est comme un détective. Facebook. Et Facebook vous file tout sur tout. De toute façon, c'est vrai. Facebook, c'est tout de vous. Facebook, c'est quand vous allez mentir. Avant même que vous ayez menti. Facebook, c'est la photo que vous allez prendre avant que vous ayez menti. Sachez bien une chose, Facebook, c'est quand vous serez papa. Ça, faut que je demande alors. Ça m'intéresse. Ou quand vous allez faire le con en trottinette, puisque je crois que c'est le sujet. Oui. Donc, si vous voulez fliquer, il y a moyen. Je pense même en tout cas, pas de jugement. Sur le ministère de l'Intérieur. Pas de jugement vraiment sur cette start-up. On a juste regardé le CV du mec qui a été trader à Londres et qui sort d'une école de publicité. Vraiment aucun jugement. Vraiment, Marc. Il a peut-être menti sur son CV. Ce qui serait classe. Au moins, ça serait super drôle. Marc Lévy, l'écrivain, est avec nous. Et Clara Dupont-Moreau nous parle de livres régulièrement. Oui, alors, vous avez un conseil lecture pour Marc Lévy? Bonsoir à tous. Et oui, parce que l'actualité, c'est aussi Marc Lévy, peut-être que ça vous a échappé, mais c'est aussi le Parlement espagnol qui vient de dire oui pour déplacer la tombe du dictateur Franco. Ça ne m'a pas échappé. Voilà, et c'est tombé assez récemment. Pour info, actuellement, la tombe se trouve dans un mausolée qui est dédié à la mémoire des morts franquistes, et le gouvernement souhaitait déplacer la dépouille dans un lieu un peu plus neutre. Alors, il y a eu polémique en Espagne, il y a eu les pour, il y a eu les contre, et il se trouve qu'un roman est venu enflammer le débat. Cela dit, je ne vous apprends rien, Marc Lévy, puisque le hobby de la littérature, c'est de brouiller les lignes. Et donc, quel est ce roman qui a mis le feu? Eh bien, il est là, il est avec moi. Il s'appelle Le Monarque des Ombres. Il est signé Javier Cercas. À l'heure où je vous parle, Javier Cercas, il est détesté par une partie de l'Espagne, il est adoré par l'autre partie, et il s'est fait traiter soit de fasciste, soit de communiste, selon les camps, ce qui est assez bon signe quand on ramène comme ça les deux extrêmes. Mais qu'est-ce qu'il a écrit, Javier Cercas, de si brûlant? Eh bien, il a magnifiquement écrit l'histoire de son grand-oncle, qui était soldat franquiste, mort au combat. Parce qu'il trimballe une honte depuis 4 décennies, celle d'appartenir à une famille qui fut sincèrement franquiste. Et le fait que cet oncle, qui s'appelait Manuel Mena, était le dieu de cette famille, et le fait qu'il soit mort au combat très jeune, à 19 ans, lors d'une bataille en 1938, a achevé le mythe, et ça l'a hissé au rayon de Achille, le héros grec, puisque 1, il est mort en se battant, et 2, pour un idéal beaucoup plus grand que sa vie. Et donc ça fait 40 ans que Javier Cercas pense à écrire ce livre. Il hésite, il n'ose pas, il se dit je vais dépioter cette honte, je vais blesser ma mère, je vais blesser ma famille, je vais blesser mon pays. Et pourtant, au bout de 40 ans, la question a été la plus forte. Pourquoi Manuel Mena, qui était un jeune homme comme tant d'autres, prometteur, intelligent, d'un petit village de l'Estrémadure, a-t-il pu croire en Franco et être assez bête pour croire profondément en la guerre ? Et la réponse que Javier Cercas apporte est très dérangeante. Parce qu'en retraçant sa vie, eh bien, il rappelle de fâcheuses vérités. Il dit « La guerre est faite par des enfants ». Et oui, la guerre, elle est décidée par les adultes, elle est très souvent faite par des enfants. Notre guerre de 14-18 en France en sait quelque chose. Daesh et son terrorisme aussi, ce sont bien souvent des jeunes gens qui tuent. Javier Cercas rappelle aussi à quel point le fascisme a été une idéologie attirante. Eh ben oui, parce qu'il fallait, pour être à la mode dans toute l'Europe, il fallait bien se montrer un peu séduisant et regarder ses atours, je cite, une vocation anti-système, un prestige exaltant de nouveauté absolue, son refus de la traditionnelle distinction entre droite et gauche, et j'en passe, et que de résonance avec certains discours populistes de dirigeants européens aujourd'hui. Et puis Cercas rappelle enfin qu'on aurait tort de se surestimer, parce que tout semble facile avec le recul des années, et je le cite encore, 80 ans se sont écoulés depuis la guerre. On sait que la cause pour laquelle est mort Manuel Mena n'était pas juste. Mais est-ce qu'il pouvait le savoir à l'époque, lui, un gamin sans aucun recul et qui en plus était à peine sorti de son village ? Scandale en Espagne. On a accusé Javier Cercas de défendre la cause fasciste en oubliant
un peu vite que comprendre n'est pas excuser et que connaître n'est pas adhérer. Et que quand Robert Merle écrit un livre qui s'appelle La mort est mon métier en 1952 et qui est dans la tête du commandant d'Auschwitz, il ne devient pas pour autant nazi. Et que quand Yasmina Khadra se met dans la tête d'un terroriste, ça ne fait pas de lui un fou de Dieu. Et quand Cercas tente de saisir l'esprit et le cœur d'un fasciste, il est juste un grand écrivain. Et je vous redonne les références. Le Monarque des ombres de Javier Cercas est paru chez Actes Sud. Merci beaucoup, Clara. Dupont-Mono, merci. Clara, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas encore... Vous voulez réagir peut-être, Marc Lévy? Non? Oui, je pensais aussi à Lacombe Lucien. Oui, à Lacombe Lucien, bien sûr. Qui expliquait comment un jeune devenait ou résistant ou collaborateur pendant la guerre. Voilà, le rôle des écrivains, c'est aussi celui-là. Vous n'êtes pas Aliénor d'Aquitaine, vous-même, par exemple. Écoutez, je crains que non. Ah, c'est ça. Et voilà. Oui, je suis navrée. Vous faites penser que La Révolte, le dernier roman de Clara Dupont-Mono, est sur la liste du Goncourt. Oh là là, et comme quelle ça, fête ça va être. Il y a du niveau. Comme elle s'est gaufrée il y a 2 ans, on ne sort pas le champagne tout de suite. Allez, Marc Lévy est avec nous, profitons-en. Il est le parrain de la Fondation pour la recherche médicale et on va lui faire parler de trottinette. Ça, c'était pas... J'y attendais pas, celle-là. Alors, le législateur est sceptique devant la trottinette électrique. Le législateur court derrière la trottinette, si on peut dire, qu'il n'avait pas vu venir. Alors, faut-il les interdire sur les trottoirs? Oui, mais si elles empruntent la rue, faut-il rendre obligatoire le port du casque? Et surtout, quid du permis trottinette? Pour faire l'usage de ce mode de déplacement particulier, la marche à suivre est un véritable jeu d'enfance. Pour rappel, soulevez du sol un pied au hasard, penchez ensuite votre centre de gravité vers l'avant, d'où transfert automatique du poids sur la jambe d'appui. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération autant de fois que de nécessaire pour arriver jusqu'à destination. Un extrait de Faux Contact, le programme de Manu Toro en Belgique. Alors, Marc Lévy, vous vivez à New York, si... Oui. Tout à fait. Est-ce que les trottinettes électriques, elles ont débarqué bien avant à New York par rapport à Paris? Et est-ce qu'à New York, on a résolu ce problème? Attendez, comme je suis un peu lent, je veux juste revenir. Je voulais dire que j'ai trouvé votre chronique vraiment belle. Et il parle à moi, pour les auditeurs. Non. Ah non, pardon. Il parle à Clara Dupont-Mono. Allez-y, Marc. Vrai, je trouve que c'est très difficile de parler d'un livre, et c'est très difficile de parler d'un livre dont je dirais, la complexité historique et émotionnelle ajoute à la complexité. Et je trouve que vous en avez vraiment bien parlé, et vous avez parlé d'une chose très importante concernant l'écriture, qui est le jugement qu'on porte sur l'écrivain par rapport à la teneur de ce qu'il écrit. Donc voilà, je referme la parenthèse. Ouais, c'est pour échapper aux trottinettes. Beaucoup plus important. On a vu l'astuce. Vous allez répondre, Marc Lévy, les trottinettes à New York. Je vais vous répondre. Je peux absolument pas vous donner une réponse juste parce que ne vous moquez pas. Je pratique à mort la trottinette. Je pratique depuis 5 ans, donc je suis un des précurseurs. Vous portez le casque ou pas? Alors, je veux dire, ça dépend de la nature du trajet. Ah, d'accord. Et sur le trottoir ou sur la route? Alors, ça dépend en général sur la route, sauf quand la route rend impossible. Et là, il peut y avoir des incursions sur le trottoir. Et comme je fais partie des gens qui sont dotés d'un cerveau, j'ai pas besoin que le législateur intervienne pour me dire que quand je suis sur un trottoir, parce que je pense qu'il faut, si on fait un truc sur la trottinette, je propose qu'on légise aussi sur les poussettes. Ah oui. Après, sur la hauteur du caniveau, il faudrait aussi qu'on fasse une législation là-dessus. Voyez-vous. On a bien sur compris. La hauteur des roues, des poussettes, c'est vachement important. Et après, sur un truc qu'on n'en a pas encore parlé, mais qui je vois venir très bientôt, c'est sur la vitesse de déplacement du piéton en fonction de la densité sur les trottoirs. Parce que vous pouvez pas, le taux d'accident. Alors le dernier fléau, c'est l'interdiction formelle d'utiliser son portable pendant qu'on descend les escaliers de métro. Il y en a marre de ramasser des gens qui tombent dans les escaliers. Il dénonce, aujourd'hui il dénonce, Marc Lévy. On est d'accord. Et quand on aura fait toutes ces législations, on pourra remercier notre ami Facebook. Marc Lévy. Il est chaud pour le sketch. Allons-y. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, Marc Lévy, un rôle. Non. Vous êtes client dans une librairie parce que c'est ouverte par un proche de Patrick Buisson dans le quartier latin, une librairie d'extrême droite. Et Guillaume la tient et Charline est une cliente. On se rend dans cette librairie. Il n'y a pas de piège. Si. Ah non, il n'y a pas de piège. Ah, c'est vous qui commencez. C'est moi qui commence? Qu'est-ce que je veux dire? Bonjour monsieur. Guten Tag. Ah, c'est une librairie franco-allemande. Non, excusez-moi, ça m'a échappé. Je peux vous renseigner? Salut Polo! Ah, Madame
Morano, c'est gentil d'être passé. Tu rigoles? Quand j'ai appris qu'une librairie d'extrême droite ouvrait à Paris, j'ai foncé direct. Ah, je ne savais pas que c'était... Ah ben, avant, vous alliez où? Mais qu'il est bête, j'étais jamais allée dans une librairie. Oh, bah je suis flatté. Alors je vais te prendre les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Très bien, bonne lecture. Ah non, moi je lis pas, c'est mes cadeaux de Noël pour mon ami noir. Ah bah, Wiedersehen. Très bien, revenons au monsieur, pardon, excusez-moi. Oui, écoutez, en fait, je sais pas trop. Eh bien, écoutez, on a un très beau rayon sur Céline, parce que les gens sont très injustes avec lui, hein, bien sûr. Félicia Marceau, en BD Marceau aussi, ça me fait beaucoup rire. Ah. Polo, t'as raison, je vais le lire. Ah, c'est super. Justement, je parlais de Céline. Ah non, je vais pas lire des gonzesses, donne-moi un truc pas trop compliqué. Ah bah, on a Jean Roucas. Oh, j'adore l'humour, super. Et Dieudonné. Oui, il est entre Brasillac et Drieux-La Rochelle. Je connais pas tous les comiques, hein, merci. Hein. Ok. Alors, excusez-nous, à nous. C'est moche que vous m'avez fait. Qu'est-ce que vous cherchez? Le dernier, Marc Lévy. Quoi? Marc Lévy? Mais vous savez qu'il est juif quand même. Pardon? Ah bah oui, il est juif. Moi, je vous conseille plutôt le dernier Zemmour. Mais il est juif aussi, Eric Oui, Zemmour? mais il est raciste, donc ça compense. Et comme il est plus raciste que juif, c'est bon. J'ai l'impression que vous ne m'aidez pas. Vous êtes en train de me dire que je collabore pas? C'est très vexant pour moi, attention. Hein. Écoutez, vous savez quoi? Je vais me replier sur de la BD. Vous n'auriez pas l'Arabe du futur de Riyad Satouf? France! La clientèle n'a plus aucun respect. Marc Lévy, merci, vous êtes merveilleux en comédien et quelle voix. Oui, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle, la Fondation pour la recherche médicale, tapez 92 300, c'est le numéro sur lequel vous écrivez souvenir au singulier pour envoyer 10 €. Et pour donner plus, frm.org, la campagne Alzheimer. Et on rappelle que la Fondation pour la recherche médicale, comme vous l'avez dit, Marc Lévy, c'est une recherche transversale, ça concerne toutes les maladies et donc tout le monde. Merci infiniment, Marc Lévy. On va envoyer tout de suite la réclame. C'est parti. Cette année, il nous a emmenés partout. Et en plus, aucun compromis sur les bagages. Eh bien, il a changé, François. François? Mais non, je te parle de notre nouveau Citroën Berlingo.